Bon, on a 1 heure à passer ensemble encore cette semaine, mais si c'était juste de moi, l'émission de ce matin pourrait se résumer à ceci. Votre relation est terminée, mais pas votre vie. Les relations amoureuses, c'est comme de la vitre, cette patente-là. Quand c'est cassé, t'es aussi bien de laisser ça comme ça que de te blesser à tenter de ramasser des pièces. Salut Québec, bonjour à tous mes copains du reste de la francophonie qui nous écoutent en ligne sur ckrl.qc.ca. Bienvenue à Pas de temps à perdre en ce mercredi 16 octobre 2019. Mon nom est Jean Nadeau, auteur, conférencier et gentil distributeur de coups de pied au derrière, vous rappelant, comme toujours, que chacun de mes coups de pied sont aussi des coups de cœur. Et cette semaine, on aborde un thème précis, comme à toutes les semaines, et vous l'avez peut-être deviné, on parle de deuil lié aux relations amoureuses avec un expert. Il est titulaire d'un bac en psychologie ainsi que d'une maîtrise en psychopédagogie. Il est professeur au cégep, il est auteur, conférencier, et vous allez probablement le remarquer dès les premières minutes, c'est une personne qui, en fait, que je découvre avec vous aujourd'hui, une personne, disons, qui ne laisse pas personne indifférent, de par son approche, de la façon dont il nous jase de son sujet. Ce matin, je reçois Alex Saraf. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Merci. Merci, Alex, d'accepter l'invitation. C'est un petit bout de temps qu'on se jase, toi et moi, sur Facebook pour trouver un moment où tu peux te joindre à nous pour cette émission. Donc, très heureux que ce soit ce matin. Parfait. Et Alex, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va tenter de découvrir qui tu es un peu. On va prendre le premier bloc de l'émission pour tenter d'en savoir un petit peu plus sur toi. Je viens de le dire, tu es détenteur d'un bac en psychologie, maîtrise en psychopédagogie. Oui. Au Scrabble, ça ferait gagner une game. Tu es professeur, tu es auteur, conférencier, mais je vais te poser la même question que je pose à tout le monde. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Alex, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton pourquoi qui te fait lever le derrière à tous les matins de ton lit? Oh my God, j'adore enseigner, c'est ma passion, puis j'aime aussi que les messages passent. Puis j'avais écrit le livre « La psychologie pour apprécier l'humain » publié chez Belliveau Éditeur. Donc j'ai plusieurs passions, j'adore lire, écrire, donner des conférences. Et, OK, oui. Mais ça, c'est ce que je viens de dire que tu oui. faisais dans la vie, mais en fait, ce sont tes titres, mais tu te lèves pourquoi? C'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie, c'est de passer mon message, que les respects, que ça soit respecté, que si les gens que le respect c'est une grande valeur, que les relations interpersonnelles sont compliquées, déroutantes, mais peuvent être aussi nourrissantes et enrichissantes, que mes messages passent, qu'il faut avoir de l'empathie, qu'il ne faut pas juger les gens, qu'il faut les accepter telles qu'elles sont, et que les personnes sont, que c'est la mosaïque humaine, que chaque personne est unique, avec ses qualités, ses défauts, et ainsi de suite, ses caractéristiques physiques et psychologiques, et que la vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Moi, je crois au sous-titre de mon livre. Ça, on se rejoint là-dessus. Oui. La vie est simple. Oui. Les gens se la disent compliquée pour se donner une raison de rester assis sur leur dos derrière à se collectionner des fils d'araignée entre les deux fesses, puis rien faire parce qu'ils disent « c'était compliqué ». Non, la vie est simple. Il n'y a pas personne qui nous a promis que ça serait facile, mais la vie est simple, Alex. Oui, mais la vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. C'est que, au moins, la façon que je l'ai vu au début, c'est que ce sont les gens qui nous la rendent compliquée avec les relations interpersonnelles qui peuvent être... Ce sont les autres qui nous la rendent compliquée. Ce sont les autres et ça peut être nous autres aussi. Oui. Ça peut être nous autres aussi. C'est les deux côtés de la médaille, c'est deux façons de voir les choses. Est-ce que tu as un cordonnier bien chaussé? Tu es un psychologue. Psychopédagogue. Et on a l'impression, vous qui êtes dans cette branche-là, puis qui est dans votre tête avec toutes vos études sur comment bien vivre notre vie, on va parler de deuil amoureux ce matin, tu dois être parfait. Personne n'est parfait, hein? Il y a le YAP, Y-A-P, c'est il n'y a personne de parfait, c'est un organisme où on enseigne, en fin de compte, pour les parents, là, qu'il n'y a personne de parfait. Donc, chaque personne a ses qualités et ses défauts. Puis, n'oublie pas qu'une qualité, c'est aussi un défaut, puis un défaut, c'est aussi une qualité. Ouh, dit-il. Exactement. Tu devrais être plus philosophe que moi, regarde, moi, je suis quelqu'un qui est naïf, c'est une qualité et un défaut. Je suis gentil, puis je suis aussi très... C'est une qualité et un défaut. Il faut accepter chaque personne telle qu'elle est, parce que chaque personne est unique.
Est-ce que tu crois que, on entend souvent là, sur les scènes du développement personnel, Ouais. soyez vous-même. Es-tu d'accord? Parce Moi, que je me pense dis, ouais, mais patin, si t'es stupide, tu vas rester toi-même en étant stupide. Si t'es Ouais. un violeur, tu vas rester toi-même. Non, je crois à l'authenticité dans les relations, puis d'être vrai, puis d'être tel que l'on est. Moi, j'ai une présentation de soi authentique, là, je suis absolument vraiment pas stratégique, là, je suis tel que je suis, là. Puis je m'accepte, puis il faut s'aimer soi-même. Est-ce que tu te fous de l'opinion des autres? C'est difficile aussi, parce que moi, j'aime pas être jugé, j'aime pas juger les autres, mais en fin de compte, ce que les autres croient de nous, ça ne nous appartient pas. Non, c'est pas de mes affaires. Ce que tu penses de moi n'est pas de mes affaires. Ça ne nous appartient pas. On ne peut pas être aimé par tout le monde, puis l'image que les autres ont de nous, c'est leur perception, puis on ne peut pas contrôler ça. On peut juste contrôler puis changer ses comportements, ses attitudes, si ça cause de la souffrance à soi ou à autrui. Parle-nous de ton cheminement. T'arrives de où? Premièrement, là, Alex Saraf, là, ça vient pas du Lac-Saint-Jean, cette affaire-là. Moi, j'ai mon côté anglophone, mais ça fait plusieurs années, ça fait, oh my God, presque 35 ans que je suis ici à Montréal. Donc, c'est ça, donc j'ai grandi au centre, en fin de compte, à l'ouest de l'île de Montréal. Ça fait 20 ans que j'habite au centre-ville. Mais de base, le Saraf, ça vient pas du Québec, là? Non. Oui, non? L'origine de ton... Ouais, mais c'est ça. Donc, puis j'adore Montréal, j'habite ici au centre-ville. J'habite au centre-ville de Montréal, donc ça m'a fait un petit bout pour venir ici. Puis tu veux dire où j'ai étudié ou Ouais, c'est ça, ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené à la psychologie? Oui, c'est ça, parce que moi j'avais pris le cours avec France Rainville qui m'avait enseigné au Cégep de Saint-Laurent à Montréal, où j'enseigne là depuis 17 ans et demi. C'est elle qui a donné le cours Introduction à la psychologie qu'on appelle maintenant Initiation à la psychologie, puis c'était mon modèle. Donc, je voulais devenir professeur quand j'étais à l'école secondaire. Je ne savais pas si c'était au niveau primaire, secondaire ou cégep. Ouais. Quand j'ai pris le cours avec elle, je me suis dit, je vais enseigner la psychologie. Puis c'est les cours de psychologie que j'aimais le plus au niveau collégial. Donc, je voulais être enseignant au niveau collégial. Je ne voulais pas faire psychologue clinicien, là. Je voulais vraiment enseigner à temps plein dans un cégep là, de ma carrière. C'est ça ce que je voulais. J'adore enseigner. C'est une passion, mais c'est aussi difficile d'enseigner. Parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait une couple de fois que tu dis que tu es passionné pour ton métier. Es-tu passionné ou t'es bon? Es-tu bon? T'es-tu un bon prof? Un bon prof? T'es-tu un bon prof? Ben oui, je suis un bon prof. Je veux-tu, moi, m'asseoir dans une salle de classe et me dire « Yes! Alex, c'est mon prof cette année parce qu'il est bon ou parce que monsieur est passionné et il vit avec une forte émotion incontrôlable? Je suis un bon prof. Il l'a dit sur Internet. Donc, je suis un bon prof. J'adore. C'est pas obligé de dire ce que je vais entendre. Là. Je vais entendre non, mais c'est bien que je suis un bon prof. C'est certain. Là. Je crois à ça sincèrement. Là. OK. Ouais. Puis, il aime aussi le fait que je suis dynamique, que je suis drôle, que je suis unique, en fait. Oui, parce que je l'ai mentionné en début d'émission. T'es conscient que t'es quand même un genre de personnage. Ouais, j'ai une personnalité quand même colorée. Mais c'est ça, on peut... Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. On ne peut pas s'ennuyer avec moi quand on est dans mon cours. Tu sais, j'ai un coach aux États-Unis qui m'a déjà dit, Jean, quand tu montes sur scène, oui, essaie d'amalgamer toutes les choses qu'on a discutées ensemble, mais s'il y a une chose que tu ne veux pas entendre de moi, après une de tes conférences, c'est que c'était boring, que c'était plate. Ouais, exactement. Donc, je présume que, tu viens de dire que tu es un bon prof, je vais te croire, mais outre le fait que tu es un bon prof, ça doit être un spectacle à chaque fois qu'on rentre dans ta classe. Ça me donne cette impression-là. Probablement que oui, que j'ai mon côté extraverti, théâtral, etc. Puis ça va plaire à la majorité des gens. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent un professeur qui rentre dans le moule, qui donne une conférence, comme qui donne son cours. OK, mais il faut quand même que le contenu soit là. Le contenu passe aussi. J'ai aussi le style conférencier quand j'enseigne. Là. J'adore aussi donner des conférences. On n'avait pas prévu ça, mais Suzanne, je viens de faire signe à Suzanne de rapprocher son micro. Oui. J'aime toujours connaître la première impression des gens. Moi, je te vois, en t'invitant à l'émission, je t'allais voir tes vidéos et tout ça. Je savais que j'aurais à faire de moi un personnage ce matin. Suzanne, clairement, ta première impression d'Alex, depuis que tu l'as rencontré et jusqu'à maintenant. C'est sûr que je suis certaine qu'on ne s'ennuie pas dans ses cours. Je serais vraiment curieuse d'aller assister à un de ses cours parce que oui, ça me semble être tout un personnage. J'ai vu le titre de son livre puis j'ai dit « Ah oui, ça me rejoint. » Vraiment beaucoup. Allons un peu donc au-delà du
du personnage, du clown que j'ai devant. je te dis ça en toute amitié. Ce matin, on va parler plus précisément de deuil, mais plus précisément de deuil amoureux, de deuil suite à une rupture. Oui. Dis-moi, tu la vois comment notre société actuelle, à travers tes lunettes à toi, en termes d'amour et de relations? Si tu prends un avion, tu te promènes au-dessus de la société, là, quelle photo fais-tu de la société amoureuse ou non amoureuse ou de rupture, de 50% de divorce, 30% qui devraient divorcer, puis les 20% qui restent, ce sont les couples heureux? Comment tu vois la société amoureuse à travers tes lunettes à toi? Ben, je vois beaucoup ce que j'entends, ce que les gens me témoignent, etc. C'est que les gens, habituellement, parfois, là, ils restent pour les mauvaises raisons, pour les enfants, pour l'argent, pour ne pas faire éclater la famille, pour la dépendance affective, pour la dépendance financière, parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls. Donc les gens restent, puis il y a des gens là aussi qui sont en couple depuis 20 ans ou 15 ans, puis ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de relation sexuelle, que chacun fait leur vie à part comme coloc. Ils ne veulent pas, ils ont leur maison, donc ils ne veulent pas la vendre. Donc ils vont rester dans des relations qui ne leur conviennent pas. Ça, c'est aussi de la dépendance affective. Puis rester dans une relation amoureuse qui ne nous convient pas par peur de rester tout seul. Puis les gens sont très faciles à laisser. C'est plus facile de laisser une relation que d'y travailler, que de pardonner, que de communiquer, que de consulter un psychologue, que de pouvoir dire qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Puis c'est aussi le fait que les gens mettent toujours le blâme sur l'autre, tandis que ça prend deux pour faire le tango. Danser le tango, s'il y a toujours qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Puis toujours aussi, quand on se sépare, puis je les comprends parfaitement aussi, on voit toujours le négatif, on voit toujours la fin quand c'est terminé. Mais on regarde ça, on ne pense pas, puis on n'en parle pas comment c'était au début, comment c'était au milieu, comment c'était quand même une belle relation, parce que tu es resté quand même avec cette personne-là pendant un bout, des années, ou ça dépend de chaque relation. Puis je vois aussi le fait que chaque personne est unique. Puis ce que les gens vivent aussi, ça ne nous appartient pas, on n'est pas là pour juger. Parce que les gens sont très habiles à juger pourquoi elle est restée, mais ça leur appartient. Puis c'est aussi, je pense aussi qu'il faut aussi apprendre à travers nos relations. Puis comme le disait Jacques Salomé, qui est psychosociologue, un couple sur deux se sépare, pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils ne communiquent pas. Donc, c'est difficile aussi de communiquer, de s'affirmer. Puis, les personnes aussi de nos jours, ce que je vois aussi, c'est qu'ils cherchent la relation parfaite, idéale, où il n'y a aucun défaut. Puis, dans une relation amoureuse, moi, je crois qu'il y a toujours quelque chose chez l'autre qui peut nous déranger et qui va toujours rester là. Et puis, une relation amoureuse, en moyenne, ça dure 7 ans, entre un homme et une femme. Donc, c'est ça. Puis un couple sur deux se sépare. On est rendu aux États-Unis, je pense qu'on est rendu à 60% de taux de divorce. Au Québec, on est rendu à 50%. Dans mon livre, Zéro nuance de gris, que je t'ai remis ce matin, que tu vas avoir le plaisir de lire, oui, bien sûr. J'aborde justement la question, statistique, est-elle très précise, je ne sais pas, mais de façon générale, c'est ça. Il y a 50% des couples qui se divorcent ou qui se quittent. 30% qui devraient se quitter, et il y a 20% qui réussissent à avoir une vie de couple épanouie, heureuse. D'après toi, qu'est-ce qui fait en sorte que ces 20%-là réussissent? C'est quoi le secret? Le secret, selon Alex, d'une relation qui fonctionne? Bien, le secret, c'est qu'il faut accepter que chaque personne est unique, comme je disais, qu'il n'y a pas de relation parfaite, et que il faut s'aimer puis s'accepter dans cette relation-là. Il faut toujours voir le positif aussi, pas juste le négatif, pour prendre le négatif et de le tourner en positif, puis de voir aussi les avantages et les inconvénients d'être en couple, etc. Puis est-ce que cette personne-là me convient? Est-ce que ça vaut la peine d'investir? Est-ce que ça vaut la peine d'investir? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Alex, on va faire une petite pause musicale et après ça, on entre dans le vif du sujet du deuil amoureux.
J'avais quasiment le goût de faire un petit solo de guitare avec ma voix. Peu radiophonique ce matin parce que tabarnouche, à toute fois que je prends l'avion, je reviens avec une grippe de gars. Et ça, Suzanne, tu connais pas ça, toi, mais une grippe de gars, c'est terrible. Mais je dois en faire mon deuil. Oh, quel pont vers le sujet de ce matin. En compagnie de Alex Saraf, qu'on a appris à connaître un petit peu plus en début d'émission. Mais là, on va aller dans le vif du sujet. On va voir si c'est vraiment un spécialiste là-dedans. Parce qu'on a un thème à l'émission, puis on invite un expert à venir nous parler de ce thème. Donc, Alex, t'es aussi bien d'être un expert. Qu'est-ce qu'un deuil? Un deuil, c'est un renoncement. Ça veut dire que c'est quand on vit une perte significative, quelque chose qui nous appartient, qu'on a perdu, qui ne reviendra plus. Donc, on tombe dans un processus de deuil. Donc, un deuil, ce n'est pas une dépression clinique. Il ne faut pas prendre des antidépresseurs quand on est en deuil. C'est une perte significative, puis on tombe automatiquement là-dedans. Puis, il y a les étapes du deuil aussi. Okay. Donc, il y a plusieurs types de deuil aussi. Et quelles sont les étapes du deuil? Les étapes du deuil, ça dépend de chaque auteur, parce qu'il y a plusieurs théories. Il y a Jean Montbourquet, qui est un ancien psychologue, un ancien prêtre. J'ai déjà suivi une conférence avec lui, que lui, il parle de 5 étapes du deuil. Il y a le site web Jean Montbourquet, pour ceux qui veulent aller voir. Il y a Parks aussi, Constance Lamarche. Moi, j'enseigne la théorie, en fin de compte, Elizabeth Kubler-Ross, qui est très connue, qui est une psychiatre américaine. Donc, c'est le choc, le déni, c'est la colère, le marchandage, l'acceptation, la dépression, le narcissisme. OK. Y a-t-il un moment donné là-dedans où tu arrêtes de faire la boule dans le lit, tu te relèves puis tu donnes un coup de pied dans le derrière? Je pense que ça dépend de chaque personne. Parce qu'un deuil amoureux, ça peut être 3 mois. Tu sais, ça dépend si on a été avec 1 mois, mettons. Habituellement, mais il disait avant 1 an. Il disait 1 an, les thanatologues, les spécialistes de la mort et du deuil, les chercheurs, les auteurs, les psychologues auprès des endeuillés, ils disaient 1 an qu'on passe à travers les 6 étapes du deuil. Maintenant, ils disent de nos jours que c'est 18 à 24 mois. C'est 1 an et demi à 2 ans. Mais je pense qu'un deuil aussi, c'est personnel, c'est relatif, parce que si on était avec pendant 20 ans, avec cette personne-là, ça peut durer plus que 2 ans, ça peut durer 3 ans. Puis quand on perd un enfant, le deuil parental, quand on a perdu son enfant, c'est un deuil à vie, là, on s'en remet jamais. Là. OK. Est-ce que la personne qui désire entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, qui vient de terminer une relation, doit être conscient ou doit poser des questions pour savoir, ben, t'es rendu où dans ton deuil? Parce que, en théorie, là, moi j'écoutais Alex l'autre jour à la radio, puis il me disait que selon le nombre d'années que j'étais en relation avec mon ex, je devrais être en deuil pendant un certain temps. Fait que là, je suis en train de rentrer dans ta vie en plein milieu de ton deuil, puis ça va être juste passager ou... Ben, ça dépend quand la personne va en parler, puis qu'est-ce qu'elle dit. Si elle dit que ça fait 5 ans qu'elle était avec son ex-chum ou son ex-blonde, puis que ça fait 1 semaine qu'ils ont cassé, ben c'est sûr que c'est tôt aussi. Mais ça dépend aussi de chaque personne. Il y a des gens qui s'en remettent facilement. Il y a aussi des gens qui ont fait un pré-deuil, qui étaient en deuil, qui ont renoncé à ça pendant 3 ans quand ils étaient encore avec leur blonde ou leur chum. Donc, ils ont quitté, en fin de compte, la relation physiquement, mais psychologiquement, ils l'ont quitté il y a 3 ans. Puis, ils ont fait le deuil pendant. Ça dépend de chaque personne aussi. Quelqu'un qui parle tout le temps de son ex, le gars qui parle tout le temps de son ex, la fille qui parle tout le temps de son ex, y a-t-il un bout de deuil qui n'a pas été fait? Oui, moi je pense que oui. Un deuil, ce n'est pas... c'est sûr que les gens vont en parler aussi de façon négative, là, mais les gens qui en parlent encore, que c'est fréquent, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi pardonné, hein. Je pense aussi. C'est aussi les styles de personnalité qui sont... S'il y a quelque chose à pardonner. S'il y a quelque chose à pardonner. Mais c'est ceux qui en parlent encore, c'est parce que leur deuil, probablement, n'est pas encore fait. Parce qu'habituellement, on dit juste... On en parle quand on est prêt, quand la personne nous pose la question, quand on dit, ben j'ai été avec, comment ça s'est passé, etc. Mais d'en parler tout le temps, non, le deuil n'est pas terminé. OK. Tu mentionnais tout à l'heure le deuil pathologique. C'est quoi le deuil pathologique? En fait, y a-t-il une différence entre le deuil, mettons, normal et le deuil pathologique? Oui, bien sûr. Donc, le deuil normal, je pense que c'est individuel, c'est individualisé aussi, c'est chaque personne est unique, c'est la mosaïque humaine. Le deuil pathologique, premièrement, dans le mot pathologique, il y a le mot pathos. Ça vient de l'ancien grec, le mot pathologique, pathos. Pathos veut dire des émotions intenses, quand il y a un déséquilibre dans le corps et dans l'esprit, quand il y a une maladie. Donc, le deuil pathologique, c'est pas juste le nombre d'années. Est-ce que c'est 6 ans?
c'est aussi par rapport, est-ce que la personne est encore fonctionnelle? Hein, c'est Brigitte Bolduc qui m'en a parlé, qui est une ancienne psychologue auprès des endeuillés, puis elle est maintenant au syndic de l'Ordre des psychologues du Québec, en tout cas. Mais c'est elle qui avait dit, c'est pas juste le nombre d'années, Alex, c'est juste que la personne est fonctionnelle. On parle du mode de fonctionnement interpersonnel, professionnel, amoureux, amical, etc. Si la personne, par exemple, n'est pas fonctionnelle, qu'elle veut se suicider, puis elle veut rejoindre son ex-mari, par exemple, donc c'est un deuil qui serait pathologique. Si elle est en arrêt de travail, si elle n'est pas capable de fonctionner au niveau du travail, manque de concentration, etc., donc ça serait un deuil qui serait pathologique. Donc il y a aussi des deuils qui sont aussi compliqués, qu'on dit là. Donc oui, c'est ça. C'est difficile aussi un deuil, il faut avoir de l'empathie. On parle de deuil dans la rupture d'un couple. Est-ce que de créer un couple représente également un deuil de toutes les autres? Est-ce que à partir du moment où tu décides ça va être elle ou ça va être lui, puis tu mets toutes les autres sur lesquelles tu sautes aux 2 minutes, tu dis, ben, eux autres, c'est terminé, je fais mon deuil de tous les autres hommes, je fais mon deuil de toutes les autres femmes, parce que ça va être Brigitte ou François. Ben, parce qu'on peut faire un deuil de sa vie célibataire, parce qu'il y a plusieurs types de deuil, tu sais, les gens font le deuil de leur enfance, etc. Donc, on fait le deuil on renonce, parce qu'on renonce au fait d'être célibataire, parce qu'on a choisi d'être en couple. Donc, ça, c'est sûr. Est-ce qu'être en couple fait en sorte, c'est un des chapitres de mon livre, oui. Est-ce que être en couple fait en sorte que mon moi n'existe plus et que je ne suis maintenant qu'un nous? Non. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, je pense que ceux qui croient à ça, c'est eux autres qui ont le plus de misère à sortir d'une relation. Exactement. Et qui ont un deuil plus long peut-être à faire. Parce que moi, je crois au fait qu'une relation, c'est supposé d'être une union et non pas d'une fusion. Donc, ce que Yvon Dallaire, qui a écrit la préface de mon livre, que tu connais, qui était déjà ici, là, je lui ai dit que j'allais venir aujourd'hui, il était content pour moi. C'est lui, Yvon Dallaire, qui est psychologue clinicien, qui est un grand auteur formateur, qui a écrit la préface de mon livre. Et aussi, c'est ça, ce qu'il dit, c'est qu'il y a 3 personnes dans une relation de couple, et c'est la même chose que ce que Jacques Salomé dit aussi. Il y a moi, toi et le nous. Donc, il y a 3 individus dans le couple. Je prends soin de moi, je ne m'oublie pas dans la relation, je suis capable d'aller au cinéma tout seul, je suis une personne à part entière, je suis bien avec toi et je suis bien sans toi. Tu comprends? Donc, c'est prendre soin du couple qui est le 3e individu, de se prendre soin de l'autre et de soi, puis de ne pas s'oublier là-dedans. Parce que les gens, par exemple, qui vivent de la dépendance affective, la personne dit « Mais si tu fais pas ça, je m'en vais. » Donc là, si quelqu'un n'a pas de dépendance affective, je veux dire « Tu peux t'en aller, je suis bien aussi tout seul. » Et ceux qui se campent trop dans le « nous », ben, c'est eux qui ont de la misère le plus par la suite. Oui, ceux qui sont toujours ensemble, qui s'oublient dans cette relation-là, qui ne sont pas capables d'être tout seuls, etc. Ça, c'est carrément de la dépendance affective. Là. Tu peux t'investir de façon phénoménale dans ton couple, mais sans perdre ton toi, parce que si tu n'es que dans le nous, c'est ça va être plus difficile pour toi. Dans ton livre, tu fais le lien, peut-être qu'on est en train de le faire sans aller directement dans la question qui suit, mais le lien entre le deuil et l'amour. Oui. Quel est ce lien-là que tu fais de façon générale? Est-ce que même dans l'amour, il peut y avoir des deuils? Je pense que oui, parce que, mettons que si on vit avec un conjoint, une conjointe qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, donc la maladie d'Alzheimer, c'est 7 stades de la maladie d'Alzheimer, c'est un deuil à faire dans chacun des 7 stades, pour la personne et pour le conjoint et la conjointe, parce que ce qu'elle a perdu, c'est la personne qui n'a plus de... On fait un renoncement au fait que cette personne-là, en mettant en fin de compte un problème de santé mentale, l'Alzheimer, puis ce qu'elle renonce au fait, c'est d'avoir une vie comme elle avait avant, ou quand on vit avec un conjoint, une conjointe, qui développe une maladie mentale comme la schizophrénie ou la bipolarité, mais c'est un deuil à faire parce que cette personne-là n'est pas comme elle était avant, parce qu'il y a plus de difficultés. Est-ce que de faire des compromis est un deuil? Je te donne un exemple. Ouais, je pense un exemple que vous allez trouver un peu banal, là, mais moi j'adore embarquer dans un petit Cessna. J'ai un pilote là, que je connais, j'ai juste à l'appeler, il dit viens, on embarque dans le Cessna, on part 1 heure à 2 heures ensemble. J'adore ça, ça brasse. J'adore faire du Cessna, qui est un petit avion. Oui. Ma blonde, quand j'y ai dit ça, elle dit non,
Non, moi je veux pas que tu embarques dans un Cessna. J'ai trop peur. J'ai peur, Jean, que ça tombe, ces bébites-là, surtout que depuis un bout de temps, il me semble que ça a l'air de tomber de tout bord, de tous côtés. C'est ma blonde. J'ai d'autres passions que de voler. Est-ce que de faire ce compromis-là, de dire, OK, chérie, ben, je n'en ferai pas. Puis je n'irai pas en catimini en faire sans le dire, là. Est-ce que tu as un petit mini-deuil de l'aviation pour moi? Est-ce que notre vie de couple est remplie via les compromis de ces petits mini-deuils-là qu'on a? Ça dépend de toi, comment tu le vois, comment tu le vis. Donc, est-ce que c'est un renoncement pour toi? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une perte significative? Versus ce que ça m'apporte dans mon couple, parce que exactement. je réconforte ma blonde. Exactement. Est-ce que ça donne de la tristesse? Est-ce que tu es capable de l'accepter? Ça dépend. Je pense, tu sais, il y a des mini-deuils, oui, dans une relation à faire, mais ça dépend de comment toi tu le vis. On va prendre une petite pause, Alex, et au retour, on va te demander conseil sur comment vivre un deuil. Mon micro était ouvert, vous m'avez presque entendu faire la critique du film Joker. J'embarquerai pas là-dedans parce que je peux en avoir... Je l'ai vu, moi. OK, oui ou non? Tu conseilles d'aller voir ce film-là ou pas? Moi, je l'aurais pas vu si un de mes amis ne l'aurait pas invité. Je l'aurais pas vu, c'est un trouble de la personnalité sociale. Moi, je ne voulais pas le voir, c'est mon ami qui voulait le voir, donc j'étais allé. Je peux pas croire qu'ils ont accepté de mettre ça sur... Moi, je l'aurais jamais vu. Je l'ai fait, là, mais... Une incitation à la violence. On arrête la parenthèse là-dessus. Ouais. Revenons au deuil. Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que là, tu étais un pro là-dedans. Là. Oui. En as-tu vécu bien des deuils, toi, amoureux? Es-tu un spécialiste du deuil amoureux? J'en ai vécu un. J'en ai vécu un parce que j'ai été avec pendant 8 ans, ça m'avait pris 3 ans. À t'en sortir, amoureux. Ouais. Puis le témoignage du deuil, tu sais, il y a les pages dans mon livre, il y a quelques pages 119 jusqu'à 122, puis ça c'est vraiment mon témoignage amoureux, c'est en encadré, là. Donc, c'est un deuil amoureux de 3 ans. C'était difficile parce que j'ai vécu beaucoup. Tu sais, je pensais que ça allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça a vraiment duré 3 ans. C'est relatif parce que c'était ma seule relation amoureuse à long terme significative de 8 ans. C'était quelque chose, je pensais vraiment que ça allait durer pour toujours. Tu sais, on pense ça, ça fait quand même des années que c'est terminé, là, puis je m'en suis très bien remis, puis mieux vaut être seul que mal accompagné, puis j'ai accepté, puis j'ai tourné la page, puis j'ai fait de lâcher prise. Mais c'était difficile aussi, mais je suis bien avec le passé, j'ai fait la paix avec le passé. Maintenant, si Alex, aujourd'hui, pouvait retourner au moment de la rupture, quels sont les conseils, justement, que tu lui donnerais pour vivre le deuil? Quels sont les conseils que tu as? Les conseils, c'est pour bien vivre un deuil. Oui, le conseil, c'est de vivre chaque moment présent, puis aussi de se dire, parce que quand on se sépare après 8 ans, ou après 10 ans, ou après 15 ans, on a toujours peur de se retrouver tout seul pour le reste de notre vie. La plupart des gens l'ont vécu, puis de se dire que le temps arrange les choses, parce qu'il y a 2 ingrédients pour le deuil amoureux, c'est le temps et le soin. Donc le temps arrange les choses. La première année, c'est très difficile avec les calendriers, le premier Noël qu'on n'est pas avec, la Saint-Valentin. On se rappelle des dates significatives, on pleure beaucoup intensément la première année. La deuxième année, on pleure moins. Et de se dire aussi que ce n'est pas si grave que ça. Puis on s'en remet tout le temps. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Est-ce que, tu viens de dire, là, ça faisait 8 ans que tu étais en relation, ton deuil a duré 3 ans. Est-ce que le deuil peut être conséquent ou en relation avec le nombre d'années que tu as été avec les personnes? Je prends Suzanne qui est avec nous depuis le début de la saison. Elle, ça fait à peu près 1750 ans qu'elle est en relation avec Denis qui est avec nous au studio ce matin. Et eux autres, là, je leur souhaite pas ça, mais mettons que ça leur arrive, là, ils en ont pour le reste de leur vie à être en deuil. Mais je pense que oui, ça dépend du nombre d'années. Ouais. Si c'est 1 an, ou si c'est 8 ans, ou si c'est 15 ans, ou si c'est 20 ans, ou si c'est 30 ans. Moi, je pense que oui, ça aussi. Parce qu'on s'habitue avec la personne. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis à un moment donné, c'est que, tu sais, quand on se sépare, on dit, on était toujours, je veux dire, on était un couple, puis là, on est tout seul. Donc, c'est quelque chose de différent. Surtout quand on vivait ensemble. Ce que je veux dire, c'est difficile aussi parce qu'on partage notre quotidien avec la personne. Et notre intimité. Puis on parle de nos collègues de travail, puis de notre famille, puis comment ça a été, puis tu rentres à la maison, puis tu es tout seul.
Tu sais, puis on a... T'as beau jaser avec ton chat, il donne pas beaucoup de feedback. Ah, moi, j'ai pas de chat puis de chien, là. Mais je veux dire, je suis tout seul, Pourquoi mais ils sont je veux dire, rouges? habitué tout seul, puis je suis bien, là. Puis, tu sais, on se rend compte ici que mieux vaut être seul que mal accompagné, puis ce n'est pas si grave que ça. Puis on s'en remettra avec quelqu'un d'autre. Puis ce n'est pas la fin du monde, puis il y en a beaucoup de célibataires aussi. Puis on fait ce qu'on veut. Tu sais, les avantages et les inconvénients d'être en couple, les avantages et les inconvénients d'être seul. Puis il y a aussi le fait qu'on n'a pas besoin de eu des conflits avec la belle famille, avec le travail, avec l'argent, etc. Donc il y a aussi ce côté-là, parce que quand on se sépare, on voit toujours le négatif. Mais il faut toujours de voir le positif. Il faut aussi se rappeler comment c'était au début. On parle de deuil, mais avant d'arriver au deuil, ou peut-être pour essayer d'éviter le deuil, on peut peut-être aussi parler de santé amoureuse. Ouais. Parce que tu en parles dans ton livre, qu'est-ce que la santé amoureuse? Ben c'est ça, la santé amoureuse. Il y a tout un chapitre dans mon livre, il y en a 12 chapitres, mais l'un des chapitres, c'est la santé amoureuse. Donc, les ingrédients d'une bonne santé amoureuse, premièrement, ce qu'il ne faut pas avoir, c'est de la violence, verbale, psychologique, sexuelle, etc., là. Puis physique, là, ainsi de suite. Puis il ne faut pas avoir de dépendance affective. Et ce qu'il faut avoir comme ingrédient, ce que je pense, c'est la transparence, l'honnêteté, le respect, la complémentarité, l'homogamie sociale, ça veut dire faire des activités récréatives, ainsi de suite. Donc, c'est d'avoir un attachement réciproque sécurisant, et puis ainsi de suite. Et une bonne sexualité aussi, ça va de soi, là. Oui, OK. Et on en a un couple en studio. Oui. Denis, là, il venait reconduire sa blonde ce matin, il venait la chercher. Il n'a jamais pensé qu'il se retrouverait devant un micro, mais j'y ai fait signe, il est rendu devant le micro. Oui. C'est quoi votre santé amoureuse à vous deux? Là? Ça fait... Mais là, je pensais que ça faisait 2750 ans, vous étiez ensemble. Ça fait juste 4 ans? 40 ans. 40 ans! Wow! Wow! Bon. 40 ans. C'est quoi le secret de votre santé amoureuse pour ne pas arriver à vivre un deuil un jour? Ben, comme Alex disait, il y a Denis, il y a Suzanne et il y a nous. Oui. On est 3 dans le couple. Oui. Fait qu'il faut pas s'oublier. Il y a énormément de communication. Je pense que tu connais mon chum. Ouais. Il parle quand même beaucoup. Là, c'est moi qui parle, là, mais il y a beaucoup de conversations. Donc, c'est beaucoup de communication. C'est d'accepter l'autre comme il est. Oui. C'est, je sais pas, Denis, qu'est-ce Te que... laisses-tu toujours parler en premier de même? Là? Apprends-tu toujours le lead là-dessus? Oui, je la laisse toujours parler. Moi, je dis souvent à ma blonde, chérie, 95% des décisions dans notre couple vont être prises par toi. Les 5% importantes, ça va être moi. Denis, c'est quoi votre santé Deux amoureuse? secrets que je partagerais avec ceux qui nous écoutent. Le premier, c'est qu'il faut apprendre rapidement, quand on décide d'être en couple, de gérer nos conflits. Et cette compétence-là est primordiale. Parce que c'est sûr qu'avec des enfants, avec les situations, les affaires, le travail, les conflits, il y en a régulièrement. Ça fait que si on n'apprend pas rapidement à gérer des conflits, on va probablement bousiller notre couple. Mm-hmm. Puis la deuxième chose, je pense, qui nourrit le couple, c'est d'avoir des petites attentions l'un pour l'autre. De faire un petit quelque chose, de préparer son café, de faire le lit ensemble ou des choses comme ça. Des petites choses qui peuvent paraître banales. Banal, mais à la fin de la journée, quand on a fait quelques-uns, chacun de notre bord, ben tu te couches puis tu as le sentiment d'être avec la bonne personne. Et sais-tu, puis Alex, tu pourras peut-être, Ouais. tu sais, quand on parle de deuil, c'est peut-être une série de petites choses, justement, dont il faut faire le deuil. Parce que si vous vous laissez, mettons que c'est Suzanne qui te laisse, ben là, il va falloir que tu fasses le deuil, dire « Ah, je m'ennuie de faire son petit café. Ah, je m'ennuie qu'on fasse le lit ensemble. » Toutes ces petites choses-là, Alex, tu parlais des dates, mais ça peut être aussi, ça peut passer à travers des petites actions comme ça. Ben oui, c'est sûr. On Ouais. se rappelle des matins, comment on est allé, on a passé la Saint-Valentin ensemble, le restaurant où on a soupé, notre chanson, la chanson favorite, etc. Donc c'est sûr que c'est certain que ça nous rappelle les souvenirs. Ben, resteront toujours là. Ouais. Vous parlez, Suzanne et Denis, vous avez. Votre fille à quel âge? La plus jeune a 26 ans. Puis la plus vieille? Le plus vieux a 35 Le ans. plus vieux, 35. Donc, ils sont passés par le volet de l'adolescence. Alex, comment vivre? À partir de quand on commence à apprendre à vivre avec le deuil? Parce que, tabarnouche, quand on commence à l'adolescence, n'allons pas penser qu'on va être ensemble tout le reste de notre vie dans tous les cas, c'est très rare.
le deuil qu'un adolescent a à faire de sa première blonde, deuxième blonde, troisième blonde, est-ce que ça se vit différemment Moi, je pense que d'un que oui. adulte? Moi, je pense que oui, parce que les adolescents vivent ce qu'on appelle un amour passionnel. Donc, c'est en fin de compte aussi, ça peut être éphémère, de courte durée. Puis la première fois qu'on aime, on aime beaucoup. Je pense qu'on aime très fort la première fois, donc c'est un grand deuil. Puis on sait aussi qu'il y a des adolescents qui se sont suicidés en vivant leur première peine d'amour. Donc c'est plus difficile à l'adolescence, mais ensuite ça dépend de chacune de nos relations. Ça parle aussi, c'est aussi un deuil à faire quand on devient veuf, hein? Ça, c'était dit Rosemary Charest, l'ancienne présidente de l'Ordre des psychologues, en a parlé parce qu'elle a perdu son conjoint, je pense, il y a 1 an ou 2. Là. Donc, c'est aussi difficile quand on devient veuf, puis qu'on a perdu, quand, mettons, notre conjoint ou notre conjointe est décédé parce que la personne s'est suicidée. Donc, ça, c'est difficile, c'est les endeuillés du suicide, là, ils vont se sentir coupables. Parce que, tu sais, quand la personne, on l'a perdue, que ce soit la mort ou qu'elle est partie, mais il y a les étapes comme la colère, l'hostilité, la dépression quand on pleure, il y a l'acceptation aussi, il y a le déni, ça ne peut pas m'arriver, le choc, c'est un sentiment d'irréalité, de stupeur. Donc, on passe à travers des étapes, mais ça peut être aussi 4 étapes sur 6, là. Donc, chaque étape est difficile à vivre aussi, là. Et le deuil peut être conséquent d'une foule de choses. Comme tu viens de dire, Ouais. Tu laisses la personne parce qu'elle t'a trompé, Ouais. ou tu laisses la personne parce que tu n'as plus le sentiment amoureux, Ouais. ou tu laisses la personne pour une ou d'autres raisons. Ça peut avoir un impact sur le deuil que tu auras à faire de cette relation. Exactement. Puis il faut être authentique, puis vrai avec soi, puis avec l'autre. Quand on n'aime pas l'autre ou qu'on l'aime plus, là, c'est là le moment de quitter, puis ne pas rester à cause de l'argent, etc. C'est de dire, ouais, cette relation-là ne me convient plus, puis je vais être honnête avec la personne, puis je vais la quitter, puis c'est mieux. C'est aussi difficile de quitter ou d'être quitté, hein. Donc, 2 tiers des couples se séparent parce qu'il y a eu de l'infidélité. C'est plus les femmes c'est 2 tiers des femmes c'est les femmes qui demandent le divorce, là. Donc, ils quittent les hommes. C'est Yvon Dallaire qui nous l'avait dit à la formation, là. Donc, c'est aussi de dire, ça marche plus, là. On voit qu'on se parle, puis c'est difficile aussi, hein. C'est aussi difficile de se quitter que d'être quitté. Oui, je pense. La personne qui quitte, Oui. Chérie, c'est terminé toi et moi pour telle et telle raison. Oui. J'ai un deuil à faire autant qu'elle a un deuil à faire. Moi, je pense que oui. Ou simplement un deuil différent. C'est un deuil différent, probablement. Ouais. Mais c'est aussi difficile de quitter parce que quand on quitte. Ben, ça dépend. Moi, je peux te dire qu'il y a des fois, là, ça Ça n'a dépend, pas été difficile pendant tout. Parfois non. Zéro. Parfois non. Mais parfois J'ai pas eu de ça deuil à dépend. faire non plus. Ça dépend, tu sais, ça dépend aussi du style de personnalité, du caractère, du tempérament, de son bagage aussi, de son vécu. Parce que quand la personne est quittée, ben, ça peut ramener aussi à son enfance, quand elle a été abandonnée pendant l'enfance, etc. Ça nous fait revivre aussi. Puis dans une relation amoureuse à long terme, la première relation amoureuse à long terme, c'est en 1 an et plus, ça nous fait revivre aussi notre enfance, etc. On va revenir justement sur la question de la relation à long terme, parce Oui. que tantôt tu as mentionné, que là, je me souviens pas exactement dans quelle phrase tu as dit, mais ça a fait comme dans mon oreille. Ben voyons, qu'est-ce qu'il dit là? La question du 6 ans, 7 ans. C'est 7 ans. On est en amour pendant 6 ans? Pendant Une les 7 relation amoureuse, ça dure 7 ans. OK. C'est de ça qu'on va parler immédiatement après la pause musicale. Oui. De retour sur les ondes de CKRL avec notre invité de ce matin, Alex Saraf. Alex, là, avant la pause, tu me dis une relation amoureuse dure 7 ans. Voici ma position. Moi, j'ai toujours eu cette théorie-là du 7 ans où je me disais, rendu à 7 ans, on arrive devant un mur et on se dit, oh, c'est-tu ça? C'est ça l'amour? C'est ça un couple? Et là, on a 3 options. On tourne à gauche, on laisse la personne, puis on repart une autre relation. Et on va frapper un autre mur de 7 ans à un moment donné, peut-être avec cette personne-là. Ou, puisque souvent c'est la sexualité qui fait défaut, on tourne à droite et on va s'amuser avec quelqu'un d'autre. Définitivement pas la bonne solution. Ou, la troisième, on grimpe le mur. Et pour moi, c'est l'autre bord du mur qu'on est vraiment dans l'amour le plus complet de notre relation. Et toi, c'est le contraire. Toi, tu dis que c'est c'est les 6 premières années, 6 ou 7 premières années, c'est là que la relation amoureuse est. Moi, je dis qu'elle est plus complète après le mur, quand on réussit à passer à travers. Mais moi, je crois que Jean-Georges Lemaire en a parlé. Lui, il parle de la crise de 7 ans. La crise de 7 ans, Jean-Georges Lemaire, c'est un psychiatre, c'est un psychanalyste.
que la crise des 7 ans, ça passe ou ça casse. Donc, il y a beaucoup de monde qui se sont... C'est après 7 ans, c'est qu'on s'interroge. Là, on a des questionnements. Est-ce que je suis avec la bonne personne? C'est la crise des 7 ans, est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que je suis bien là-dedans? On s'en remet en question après 7 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se sont séparés, puis il y a des personnalités publiques qu'on connaît, qui sont séparés après 7 ans. Donc, c'est le cycle des 7 ans, c'est les psychologues qui en parlent, Lucky Seven, même la neurochimie du cerveau, c'est 7 ans-là. Donc, je pense que c'est ça, quand il dit l'amour dure 3 ans, c'est pas ça, l'amour dure 3 ans, c'est la passion qui dure 3 ans. Donc, après 7 ans, on se pose la question, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je devrais la quitter, ou est-ce que je suis bien là-dedans? Qu'est-ce qui arrive? Là, tu viens de mentionner l'autre passion, il faut juste Oui. pas que j'embarque trop là-dedans, Ouais. parce qu'on va sortir, on va dévier du sujet de ce Oui, matin. c'est sûr. Mais est-ce que le deuil d'une relation qui se termine pendant cette période-là de passion Ouais. est différent d'une rupture, du deuil qu'on a à faire quand on est passé de la passion à l'amour jusqu'au mur de 7 ans ou après le mur de 7 ans? Y a-t-il une différence entre les deux? Parce qu'il y a des gens qui sont en amour avec l'amour, des gens qui sont en amour avec la Ouais. passion. Ouais, les gens... Le deuil relié à une ou l'autre de ces deux périodes-là est-il différent? Ça peut être, ça dépend de chaque personne. Mais être en amour avec l'amour, c'est de la dépendance affective. La passion dure 3 ans, mais il faut la raviver, cette passion-là. Il faut aller au restaurant, il faut avoir de l'intimité ensemble, c'est de se donner le temps d'être ensemble aussi. Donc, il faut que ça continue. Mais après 3 ans, ça risque d'être moins passionnel. Je veux pas rentrer dans ta vie amoureuse. Non, là, non, non, vas-y. mais écoute-moi, Vas-y, je t'écoute depuis tantôt, puis je reviens à ma question du début, Tabarslack. T'as toutes ces théories-là, Oui, puis t'es pas en couple. mais pas présentement, parce que je préfère être seul que mal accompagné, parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Puis moi, je ne suis pas en couple, je ne veux pas être en couple pour être en couple. Mhm. C'est ça ce que j'ai compris. Puis quand c'était terminé, je pensais que c'était fini à vie. Puis je me suis dit, je m'en remettrai jamais, c'est vraiment difficile. Mais je me suis dit, non, je suis bien dans mon appartement tout seul. Je suis correct, puis ça ne fitait pas. Puis quand ça ne fit pas, ça marche pas. Je veux pas embarquer là-dedans. Tu me fais penser, est-ce que Ouais. suis-je le seul, et je présume que non, suis-je le seul qui, après 1 et 2 et 3 et 4 ruptures, et peut-être plus dans certains cas, tu te dis, ça n'arrivera jamais. C'est pas fait pour moi l'amour. Je dois faire mon deuil de l'amour. Ça m'arrive, ça arrivera pas. Puis est-ce que, comme moi je le vis actuellement, est-ce que c'est quand t'es rendu que tu te dis ça, que PAUF! Ça arrive, puis là tu le vis. Ben, on dit qu'on trouve l'amour quand on cherche pas, mais on peut aussi trouver l'amour quand on cherche sur les sites de rencontres. Là. Donc je pense que quand tu penses que ça n'arrivera pas, ça peut arriver aussi. Tu sais, c'est du cas par cas, puis c'est du moment présent. Il faut vivre le moment présent, puis juste être bien là-dedans. Mhm. Puis on sait quand ça va marcher aussi, on le ressent. Il faut écouter sa voix intérieure, Mhm. son instinct, son intuition en fait compte. Revenons à la psychologie. Oui. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs écoles de Oui. pensée. Quelles sont les approches en psychologie que toi, tu prônes? Moi, je le plus? prône la psychologie positive. Ça veut dire de prendre le négatif puis de le tourner en positif. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Je suis d'approche psychologie positive comme Seligman. Je veux voir le bon côté de la médaille, pas juste le mauvais côté de la médaille. Est-ce que tu fais partie de tous ces clowns qui nous disent que le négatif n'existe pas et qu'il ne devrait pas faire partie Non, de notre vie? moi je suis pas un clown. En tout cas, je dis Ben, justement, c'est plus la question. Et aussi le fait que, c'est exactement, et le négatif existe, mais moi j'ai pris toujours le négatif et je le tournais en positif. On voit le négatif, on tourne, qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas. Qu'est-ce que je peux changer puis qu'est-ce que je ne peux pas changer. Il y a un grand apprentissage dans le négatif, il y a un grand apprentissage dans le deuil, il y a un grand Puis apprentissage aussi dans parce que ce qui les est gens, pas le fun. et aussi parce que les gens ne nous acceptent pas à 100%, puis on n'est pas accepté par tout le monde, puis on n'est pas aimé par tout le monde, puis quand on a une personnalité qui est colorée, qui est différente, puis quand on est différent, puis qu'on prend de la place, qu'on est extraverti, ça dérange certaines personnes. Parce que les gens aiment toujours la monotonie, puis tout le monde soit la même chose, on rentre dans le moule, puis moi je ne rentre pas dans le moule, puis c'est pas vrai que j'ai été aimé et accepté par tout le monde. Bon, ben, il y a deux choses sur lesquelles on s'entend. Je pense Un, que la oui. vie est simple. Deux,
arrêtez de rentrer dans les moules. On avait d'ailleurs une spécialiste, c'était Exactement. Julie, hein, je pense, qui est avec nous il y a une couple de semaines, que je l'avais nommé l'anti-moule du Québec. Soyez vous-même, tabarnouche. Définissez vos valeurs, vos croyances, habitez vos couilles en lien avec ces valeurs et ces croyances-là. Puis si les gens n'aiment pas ça, tough luck, c'est de leur question de problème. Exactement, mais quand on est professeur et qu'on ne rentre pas dans le moule, ouais. ça dérange, Ouais. c'est pas. Et quand certains étudiants ne sont pas contents, tu peux pas faire et dire n'importe quoi que tu veux dans ton cours. Alex? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Alex, apprenons à un peu mieux te connaître. Oui. 10 questions très rapides, Oui, 10 vas-y, je réponses t'écoute. très Vas-y, rapides. vas-y, je Le t'écoute. questionnaire Bernard Pivot. Oui. Alex Saraf, ton mot préféré? Le mot préféré, l'empathie. Le mot que tu détestes le plus? Jugement. Votre drogue favorite, jeune homme? Je ne prends pas de drogue, donc ça serait. L'amour, le chocolat, Le chocolat, j'aime bien. Oh bon. Le son, le bruit que tu aimes le plus? La musique relaxante. Le son. Relaxation. Oh my God. Le son, le bruit que tu détestes le plus? L'alarme, parce qu'il faut que je me réveille. Ok, là, je sais pas si t'en as un, là, mais mettons ton gros mot, ton juron, ton blasphème, tu te cognes le petit orteil sur le coin de la commode là, chez vous, là. Est-ce que ça te dit en ondes, là, ou c'est ça perd les popettes? Merde. Hein? C'est bon. Un franchise noir. Ouais. Souper ce soir, une banquette de 4 personnes, tu occupes une place, il reste 3 places vides. Oui. Qui sont les 3 personnes qui sont avec toi? Mes amis. Ok, tu veux pas les nommer pour Non, pas non, je l'oublier? les nomme pas, c'est confidentiel. Pour Ils vont se pas, retrouver en pour pas l'oublier. Non, Je veux pas faire de mal à personne. Non, exactement. Non, Ensuite, le métier que tu n'aurais pas aimé faire. oh my God, le métier que j'aurais pas aimé faire, c'est difficile, je sais pas, c'est difficile à dire, hein. J'avais posé la question à Jean-Marc Chaput. Hein, tu Ouais, connais Jean-Marc ouais, Chaput. ok, Lui, ouais. il avait dit testeur de chaleur d'asphalte. Il y a quelqu'un dans la société Ah, ben, je vais dire. qui, lui, se promène avec un bâton, puis il teste la chaleur de l'asphalte. Il arrive à la maison, il se dit, chérie, t'as-tu une grosse. Ouais, l'asphalte était chaude aujourd'hui, chérie, ça n'a pas de bon sens. Des neigeurs, parce que je suis frileux. donc T'es je frileux, pourrais pas une dire petite momoune de frileuse. La plante, l'arbre, l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné, si ça existe, la réincarnation, tu Ouais. reviens dans quelle plante, ou dans quel arbre, ou dans quel animal. Un des Le labrador. Le chien labrador. Un labrador. Oui, labrador. Ok. Si Dieu existe, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Si Dieu, donc tu crois en Dieu, qu'est-ce Oui. que tu aimerais qu'il te dise quand tu vas arriver en haut à la fin? Puis prends ton temps. Il va me dire, Alex, t'étais une bonne personne et tu mérites d'être au ciel avec les bonnes personnes parce que t'as pas fait t'as pas fait du mal à des gens parce que tu es une très bonne personne. Tu n'as jamais fait de mal à personne, toi? Non, t'as fait du mal, oui, t'as fait du mal, mais tu as appris et t'étais une bonne personne aussi. Alex Saraf, Oui. psychopédagogue, qui a écrit le livre La psychologie pour apprécier l'humain. Oui. La vie est belle et simple. Et ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, d'édition Béliveau. Béliveau éditeur, à quel endroit on peut se procurer ton livre? C'est ça. Donc, on peut aller sur le site de bellivoediteur.com. On peut même l'acheter à 30% de rabais en s'inscrivant sur Infolettre. Ou on peut aller sur n'importe quel site web de Renaud-Bré, Archambault, Parchemin, Amazon. Ou on peut aller dans n'importe quelle librairie, partout dans la province de Québec. Puis le commander, ça prend 5 à 10 jours ouvrables. Alex, 60 000 personnes dans le stade olympique, tu as 10 secondes, pas plus, 10 Oui. secondes pour leur livrer un dernier message. Un message, ça serait quoi? La vie est belle. Souriez. Vivez le moment présent. Alex Saraf, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir à l'émission, de te découvrir ce matin. Merci de ta générosité. Merci d'avoir fait le trajet pour venir nous rencontrer ici à Québec. Merci également à ma collègue Suzanne Bédard pour la recherche et la mise en onde de cette émission. Et enfin, d'où vous nous écoutiez dans la grande francophonie mondiale, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez le temps de réfléchir. Levez-vous le derrière, époustez-vous le fond de culotte, enlevez-vous les fils d'araignée dans les deux fesses et passez à l'action. Restez branchés sur ces KRL. Dans quelques minutes, suivra le débat électoral Beauport-Limoilou en vue des élections qui auront lieu la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Au revoir.